Je suis Samuel Kingé, je suis cardiologue à l'hôpital général de Yaoundé. Je suis professeur de cardiologie à la faculté de médecine de Yaoundé et président de la Société camerounaise de cardiologie. Je commencerai cette présentation par un mot de remerciement auprès du comité d'organisation des Journées européennes de la Société française de cardiologie pour cette aimable invitation. Je remercie en particulier les organisateurs de notre groupe cardiologie tropicale, en particulier monsieur le professeur Jean-Jacques Monsuez et monsieur le professeur Edmond Bertrand, qui m'ont confié cette année la conférence africaine, ce qui pour moi représente un grand honneur. Cette conférence porte sur l'insuffisance cardiaque, les leçons. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. L'insuffisance cardiaque, comme vous le savez, est un important problème de santé publique dans le monde. En Afrique subsaharienne, nous connaissons actuellement un taux d'urbanisation très élevé qui entraîne des changements du mode de vie des habitants. Nous pouvons aussi dire que l'espérance de vie de nos populations augmente quand même de façon significative, ce qui va donc diversifier les étiologies de l'insuffisance cardiaque. Et l'on va voir apparaître à côté des étiologies infectieuses des causes plus classiques, chroniques que nous allons voir tout à l'heure. Il faut dire aussi que nous avons maintenant des registres sur l'insuffisance cardiaque et qu'il y a eu ces derniers temps de nombreuses publications qui ont fait l'objet de mises au point importantes sur lesquelles nous nous sommes appuyés donc, pour présenter ce travail. Nous allons ainsi parcourir successivement l'épidémiologie actuelle de l'insuffisance cardiaque en Afrique subsaharienne. Nous allons présenter quelques caractéristiques cliniques des patients insuffisance cardiaque, dire un mot sur les étiologies de l'insuffisance cardiaque, la prise en charge, le pronostic et le poids socio-économique de cette affection avant de conclure. Nous avons donc passé en revue les publications et les mises au point qui ont été publiées sur les 10 dernières années. Et vous voyez tout en bas de l'écran, en 2012, nous mentionnons le travail d'Albertino Damanesco qui a porté sur le premier registre sur l'insuffisance cardiaque aiguë en Afrique, regroupant 9 pays et plus de 1000 patients. C'est l'étude THESUS, mais aussi d'autres mises au point qui sont publiées en 2013, 2015, 2018 et 2019. L'Afrique subsaharienne comporte 54 pays avec une population très diversifiée. On compte actuellement près de 800 millions d'habitants et un taux d'accroissement annuel de l'ordre de 2,3%. Et il est projeté que d'ici les années 2050, cette population passe à 1,5 milliard d'habitants. Tout cela dans un contexte, n'est-ce pas, de ressources limitées et de systèmes de santé relativement faibles sur le plan de la capacité à répondre aux besoins de santé des populations. Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie actuelle de l'insuffisance cardiaque en Afrique subsaharienne? Disons d'entrée de jeu que nous ne disposons pas à ce jour d'études décrivant l'incidence ou la prévalence de l'insuffisance cardiaque dans la population générale africaine. Cependant, nous rapportons ici des prévalences hospitalières qui décrivent dans notre littérature que l'insuffisance cardiaque est retrouvée dans près de 9 à 42% de toutes les admissions hospitalières, mais que ce taux va monter entre 25 et 30% des cas qui sont admis dans les unités de cardiologie. Si nous lançons un coup d'œil sur certains aspects de cette épidémiologie, notamment les caractéristiques socio-démographiques des patients et leur âge à la présentation de l'insuffisance cardiaque, on se rend compte que l'insuffisance cardiaque va concerner ici des sujets relativement jeunes, avec un âge moyen qui va varier entre 36 et 61 ans,
ce qui contraste un peu avec ce qui est décrit dans les pays développés, où la moyenne d'âge des patients d'insuffisance cardiaque se situe autour de 70 ans. Concernant le sexe, les publications donnent des résultats divers. Tantôt une dominance masculine dans les pays où l'hypertension artérielle représente l'affection prédominante, mais aussi une dominance féminine, là où les cas de rhumatisme, d'atteinte valvulaire post-rhumatismale sont plus décrits, ou de cardiomyopathie, notamment du postpartum. En ce qui concerne la présentation clinique de nos patients, ce qui ressort nettement dans la littérature, c'est que la plupart des patients se présentent à l'hôpital à un stade avancé, à un stade fonctionnel avancé de la New York Heart Association, dont notamment les 3 classes C4. C'est par exemple ce qui est bien décrit dans l'étude Inter-CHF Study, qui trouve respectivement 35 et 20% de sujets en insuffisance cardiaque au stade fonctionnel 3 et 4 de la New York Heart Association. Sur le plan paraclinique, sur le plan du diagnostic clinique de l'hypertension artérielle, ce sont surtout les critères cliniques qui sont utilisés, notamment les critères de Framingham dans 28% des cas et les critères de la Société européenne de cardiologie dans près de 20% des cas. Il est vrai, comme je l'ai dit tantôt, que les plateaux techniques ne permettent pas à nos médecins de disposer de tous les éléments, les outils paracliniques qui permettent de reconnaître et d'évaluer l'insuffisance cardiaque. Néanmoins, dans la plupart des études que nous décrivons, couramment, la radiographie du thorax est utilisée, ainsi que l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque. Par contre, les marqueurs biologiques ne sont pas encore suffisamment utilisés et coûtent encore assez cher. Décrivons quelques facteurs précipitants de l'insuffisance cardiaque qui sont observés. Il s'agit surtout des infections, notamment respiratoires et urinaires, mais aussi des hypertensions mal contrôlées et des arythmies telles que la fibrillation auriculaire. Mais certains auteurs ont décrit l'anémie et également des troubles hydroélectrolytiques et l'arrêt du traitement. En ce qui concerne les étiologies de l'insuffisance cardiaque en Afrique subsaharienne, nous vous présentons sur ce tableau les différentes étiologies et le changement observé dans le temps. Donc, sur une période de près de 60 ans, nous vous montrons ici les premières publications dans la colonne 2, qui date des années 60. Vous voyez nettement que les étiologies de l'insuffisance cardiaque étaient dominées par les valvulopathies, dans 24% des cas, ainsi que les cardiomyopathies. L'hypertension arrivait pratiquement en 3e position. Mais quand vous venez vers la dernière colonne, vous vous rendez compte que l'épidémiologie de ce jour a changé. C'est l'hypertension maintenant qui va venir en tête dans 38% des cas, suivi des cardiomyopathies, et les causes valvulaires ont régressé et se retrouvent pratiquement en dernière position. Il existe des causes particulières de l'insuffisance cardiaque dans notre environnement, telles que l'endomyocardite fibreuse, mais nous n'avons pas le temps de les développer. Remarquons simplement que les causes ischémiques, les cardiomyopathies ischémiques, ont un taux encore assez faible qui n'a pas vraiment augmenté de façon très significative dans le temps, même si on note une légère croissance de ces étiologies. C'est ce constat qui est fait par Nadezhda, ici, qui compare les publications des années 57 à 2005 avec 12 travaux qui ont passé en revue 4500 patients par rapport à ce qui a été décrit plus récemment dans l'étude Thesis au cours de la période de 2007 à 2010. Et vous retrouvez donc ce changement que nous avons déjà décrit avec donc une dominance actuelle de l'hypertension artérielle comme étiologie de l'insuffisance cardiaque. Parlant donc des examens paracliniques, l'échographie est l'outil le plus utilisé et qui nous montre qu'aujourd'hui,
C'est ce qui est retrouvé dans près de 70% de cas de patients vus dans notre environnement. La fraction d'éjection du ventricule gauche est basse et se situe pratiquement à moins de 40%. La nouvelle classification qui parle de la fraction d'éjection moyennement abaissée n'a pas encore fait l'objet de beaucoup de publications dans notre environnement. Par contre, une étude récente du Ghana montre que cette forme est retrouvée dans 17% des cas et que l'insuffisance cardiaque, fraction d'éjection préservée est retrouvée dans 59% des cas. Nous allons maintenant dire un mot sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Sur cette plaque, vous voyez la fréquence des médicaments qui sont utilisés dans l'insuffisance cardiaque et vous voyez qu'elle est nettement dominée par les diurétiques qui sont les plus prescrits dans 81% des cas, suivis des inhibiteurs de l'enzyme de conversion et des ARAT2. Et puis viennent les antagonistes de l'aldostérone. Les bêta-bloquants et les digitaliques sont prescrits seulement chez un tiers des malades. Les nitrates sont peu utilisés, ainsi que les amines précises. L'assistance mécanique est très rarement utilisée. En ce qui concerne les mesures instrumentales, elles sont rarement utilisées. Pour l'instant, par exemple, très peu de centres sont en mesure de réaliser une resynchronisation cardiaque. Il existe des comorbidités assez fréquemment retrouvées chez nos patients. C'est le cas de l'insuffisance rénale, de la fibrillation auriculaire, de l'anémie, mais aussi un retentissement psychologique qui est noté chez un nombre assez significatif de patients, 39% de cas dans certaines études. Je voudrais souligner également le fait que chez nos patients, il ressort clairement une méconnaissance de leur maladie, une méconnaissance de l'insuffisance cardiaque, mais aussi une mauvaise adhérence au traitement. Et ces deux facteurs vont impacter négativement, évidemment, le pronostic de cette affection. Nous allons présenter très rapidement le pronostic de l'insuffisance cardiaque dans notre environnement, pronostic à court terme, à moyen terme et à long terme. Parlant déjà de la durée d'hospitalisation, elle se situe autour de 7 jours en moyenne dans l'étude de TESUS. Le taux de réadmission, de réhospitalisation se situe autour de 15% et il prédit évidemment un mauvais pronostic. Parlant maintenant de la mortalité hospitalière, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, elle varie selon les études entre 3,8 et 25% de cas observés. La mortalité à moyen terme est décrite ici. Vous la voyez à 30 jours, elle varie entre 14 et 35%. Et au troisième mois, nous nous situons entre 21 et 55%. Alors, à long terme, la mortalité au bout de 3 ans se situe autour de 67%, ce qui est assez sévère. Et si l'on veut voir cela sous l'angle de la survie, à la 5e année, juste 38,4% de sujets sont encore vivants. Bien entendu, les facteurs prédictifs sont l'âge, mais aussi la sévérité de l'insuffisance cardiaque basée sur la fraction d'éjection. L'insuffisance cardiaque affecte significativement la qualité de la vie. 25% de cas de mauvaise qualité de vie sont répertoriés et le coût, évidemment, de cette affection est élevé. Il a été estimé en 2012 à près de 15 milliards de dollars en Afrique. Mais il faut surtout savoir de ce poids financier que ce sont les patients eux-mêmes qui supportent dans la plupart de nos pays le coût de la prise en charge de leur affection du fait de l'absence d'assurance maladie dans la plupart des cas. Que devons-nous retenir à la fin de cet exposé? Quelles sont les leçons? Eh bien, en Afrique subsaharienne, les patients à insuffisance cardiaque sont assez jeunes comparés au reste du monde. Ils sont pour la plupart assez peu lettrés, manquent de médicaments et manquent d'assurance maladie. Ils arrivent à l'hôpital à une classe fonctionnelle avancée, stade 3 ou 4 de la New York Heart Association. Les bêta-bloquants sont encore peu utilisés par nos praticiens. L'hypertension artérielle est la première cause de l'insuffisance cardiaque en Afrique subsaharienne. Il existe évidemment d'autres causes que nous devons retenir, telles que les cardiomyopathies,
les atteintes valvulaires post-rhumatismales, mais aussi une étiologie qui est en émergence, ce sont les cardiopathies ischémiques. La mortalité liée à l'insuffisance cardiaque est encore très élevée dans notre pays, dans nos pays. Je vous remercie de votre aimable attention.